Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Habituellement on vous parle de perroquets des forêts, et bien aujourd'hui on vous parlera du perroquet des mers. Rien que ça. Comment ça va Sophie ? Bah écoute, ça va bien. Désolé, on n'enregistre pas au bon jour, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Si vous entendez la teuf derrière, c'est normal. Oui, j'ai un peu peur que mes voisins aient décidé de faire un peu de boum boum ce soir, mais j'ai l'impression qu'ils se sont calmés, donc on va dire que ça va. Incroyable, Voilà. mais tout le monde se calme lorsque on enregistre. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'on Bon. parle d'oiseaux surtout. Les oiseaux, ça calme. Eh oui. Exactement. Sophie, tu parles de quoi aujourd'hui ? Eh ben, bon, d'habitude, j'essaie de traiter des sujets un peu plus légers, mais ce soir, malheureusement, on va traiter un sujet un peu plus désagréable. On va parler d'oiseaux et de microplastiques. Eh bien, je pense que tu vas parler d'oiseaux de mer. Je pense. Peut-être que je me trompe, mais moi de mon côté, je vais parler du perroquet des mers, le fameux macaremoine. Bah ouais. Il a Ah, il fallu est beau, attendre celui-là. plus de 100 émissions pour qu'on parle du macaremoine dans le Courrier de la Sterne. Eh ben, ce sera dans celle-ci. Mais avant tout ça, évidemment, la rétro piou-piou de la semaine. Qu'est-ce que tu as découvert, Sophie, toi, de ton côté ? Alors moi de mon côté, des petites choses à propos des vautours. Il y a une étude qui est sortie sur les vautours sud-africains notamment. Donc on en avait déjà parlé sur des problèmes de braconnage, ce genre de choses. Et puis la médecine traditionnelle toujours qui utilise des crânes de vautours notamment pour la fertilité. Et bien cette fois-ci, une étude qui a montré que les vautours étaient évidemment critiques pour le bon état des écosystèmes, mais étaient surtout critiques pour la bonne santé financière de l'Afrique du Sud. Parce qu'évidemment, si on nettoie pas les carcasses d'animaux morts dans la nature, et ben c'est des frais supplémentaires avec des problèmes de santé publique qui vont se développer, et donc des problèmes de soins médicaux et tout ça, il faut les payer au niveau du gouvernement et c'est beaucoup de sous. Ça ressemble à l'étude que tu avais discuté dans un précédent épisode ou pas du tout ? Exactement. Ouais, c'est la même, ok. Non, Ok. alors c'est pas la même étude, mais c'est une étude du même style et c'est bien que ce genre d'études se démocratise parce que on a besoin de ces études-là et de la valeur financière des écosystèmes. C'est quelque chose qui est critique en ce moment. Exactement. Bah moi je vais rester dans les rapaces parce que cette semaine j'ai un peu fait le tour, on va dire d'internet pour voir un peu des vidéos, notamment des live streams, c'est-à-dire des vidéos en live où on peut voir justement la nidification des oiseaux. Et je suis tombé sur une vidéo, non pas de cette année, mais de précédentes années, de pigargue à tête blanche. Un pigargue à tête blanche qui avait une petite particularité, c'est que l'un des individus, bien évidemment, couvait les œufs, tandis que l'autre, rejoignait le nid 1 heure, 2 heures après, et on changeait les positions. Hein. Le mâle et la femelle participent à la couvaison. Et bien des fois, l'un des individus ramenait une branche. Alors je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi les individus ramènent des branches ? Puisque généralement les nids sont assez consolidés, notamment chez les rapaces, pour, on va dire, survivre à des conditions extrêmes, notamment des vents violents. Et l'une de mes réflexions, et peut-être Sophie me rejoindras-tu ou pas, c'est de me dire que ces branches pouvaient faire un peu un style de pare-brise. C'est-à-dire que les branches sont posées vraiment en face du profil de l'oiseau pour justement atténuer les effets du vent. Et lorsque tu regardes à la caméra les positions des oiseaux quand ils sont justement dans les nids, eh bien ils évitent justement d'être en face du vent. Alors je me suis posé la question de savoir si c'était une bonne hypothèse. Et est-ce que, Sophie, tu as eu l'occasion d'expérimenter ça sur le terrain ? Alors pas du tout, donc tu m'apprends des choses, là, tu vois, c'est très bien. Bah écoute. Moi j'étais partie sur il ramène une branche pour faire salut vieille branche, mais à part ça, le coup du pare-brise, j'avais pas prévu. Donc pourquoi pas, moi je suis tout à fait d'accord pour ce genre d'hypothèse à vérifier derrière. Ah oui, absolument, à vérifier. Hein. Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr, basée sur sur quelques observations trouvées sur Internet. Mais j'étais assez curieux de savoir que des branches pouvaient être ramenées aussi, alors que la nidification est en cours.
Voilà, voilà. Mhm. Sophie, est-ce que tu as d'autres informations lors de cette semaine? Alors, une petite info sur les émeux. Mhm. On a tendance à dire que les émeux, et d'ailleurs on a beaucoup de vidéos qui le prouvent, hein, voilà, c'est pas sorti de nulle part, que les émeux sont quand même pas très doués. Ah Bon, on va mince. pas se mentir. On va pas se mentir, quand on voit des vidéos d'émeux, généralement c'est assez drôle. Les Et ils ont pauvres. gagné un surnom, c'est le surnom d'oiseau le plus bête du monde, hélas. C'est pas le dodo du coup? Euh, non, bah, et puis le dodo de toute façon il est plus là, alors bon, on donne ça à un oiseau vivant, Ouais, tu vois. c'est vrai, c'est Eh vrai. oui, eh oui, il peut plus prétendre au titre. Et donc l'émeu, en fait, peut-être qu'il est pas si bête que ça, parce qu'il y a une nouvelle étude qui est sortie dernièrement, qui s'est intéressée à des émeux et qui leur a demandé de résoudre des problèmes. Alors, on n'est pas non plus sur des maths niveau terminal, mais on est sur des choses à bouger, des trous à essayer de positionner face l'un à l'autre pour atteindre la nourriture derrière, des Mhm. petits trucs à tourner. Enfin bref, on est sur des choses qui sont quand même pas si simples que ça. On n'est pas sûr que certains mammifères y arriveraient. D'accord. Donc voilà, donc l'émeu, finalement, n'est peut-être pas si bête que ça. Bah, C'est peut-être juste qu'on ne comprend pas. eh ben génial, génial de savoir ça. Moi, je finirai par deux petits anniversaires. Peut-être auras-tu quelque chose derrière. Premier anniversaire, eh bien, on a parlé de Wisdom, l'albatros de Laysan, qui était Oui. arrivé euh, fin d'année dernière à l'endroit où elle nichait habituellement. 74 ans. Eh bien, il faut savoir qu'en début du mois de février, alors malheureusement, ça remonte au moment où vous écouterez cet épisode, elle a donné naissance à un petit. Voilà, c'était pas dit Ah qu'elle bon. donne effectivement naissance à un petit, et pourtant, eh Mhm. bien, ça a été le cas. Donc voilà, Wisdom est désormais à nouveau maman à l'âge de 74 ans. Et puis, Eh ben. un autre anniversaire, 40 ans cette fois-ci, c'est un programme de conservation de l'Eudisnem criard qui est porté dans l'est de l'Angleterre. Et c'est un programme qui a permis aujourd'hui de réunir plus de 220 couples reproducteurs, ce qui est très très peu, mais ce qui est quand même, comme le décrit certains ornithologues, remarquable, étant donné que la population avait été complètement, on va dire, vaporisée. Aujourd'hui, on compterait à peu près 365 couples reproducteurs au Royaume-Uni, alors que, voilà, on était descendu, je crois, à une 100 ou 150 quelque chose dans les années 80. Donc voilà, 40e anniversaire de ce programme de conservation qui petit à petit fait également son trou en Angleterre. Eh ben moi j'ai une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle en politique, donc bon c'est toujours à prendre avec des pincettes ce genre de choses, mais au moins ça progresse dans le bon sens. Est-ce que tu as entendu parler de la COP, ce fameux meeting Oui, international, absolument. voilà, dans lequel tous les gouvernements et notamment des ministres de pas mal de gouvernements discutent ensemble sur l'avenir de la planète et des questions environnementales principalement. Mhm. Donc il y a un meeting là qui s'est tenu dernièrement, cette semaine ou la semaine précédente, il me semble. C'est le 16e meeting de ce genre que nous avons. Et finalement, il semblerait que les ministres du monde entier, qui s'intéressent donc à l'écologie, à la biodiversité et à l'environnement en règle générale, se sont mis d'accord pour une fois sur quelles actions mener et quels fonds allouer à quoi. Donc pour l'instant, c'est encore... Alors je vais pas parler exactement de ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit parce qu'on est quand même sur un flou assez artistique pour le moment. Mhm. On espère que ce sera précisé rapidement, mais c'est assez historique parce que pour une fois, ils sont d'accord sur le fait que oui, il y a urgence et qu'il va falloir faire quelque chose maintenant tout de suite et on va peut-être débloquer des fonds pour ça. Bah oui, Et ça, c'est bien. ah ouais, bah, mieux vaut tard que jamais, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Mieux vaut tard Oui, que oui, jamais. bah écoute, on va dire ça. Donc voilà, donc C'est plutôt comme ça que tu refermes cette rétro ou est-ce que tu as encore une petite information bon, moi c'est tout pour aujourd'hui. Très Si tu as bien. quelque chose à rajouter, Eh ben non, n'hésite pas. je vais Non? directement partir vous parler du macaremoine, si ça ne te Ah, dérange pas. ah, On mais va non. tout d'abord parler de l'oiseau qui est assez connu, c'est un alcidé.
que l'on trouve dans l'Atlantique Nord, qui aujourd'hui est considéré vulnérable, et il est assez remarquable notamment pour son bec multicolore qui lui a valu le surnom de perroquet des mers. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai fait une introduction en parlant du perroquet des mers. Et puis c'est surtout le symbole de la Ligue de protection des oiseaux, bien sûr. L'oiseau que vous voyez sur le blason de la LPO, c'est le macaremoine. Mais est-ce que tu sais, Sophie, un petit peu l'histoire justement derrière la Ligue de protection des oiseaux et aussi du coup le choix de cet oiseau comme emblème? Alors, pas du tout. Moi, je me souviens du macaremoine parce que c'est un des premiers oiseaux auxquels je me suis vraiment intéressée, mais après, je ne sais pas exactement d'où vient le logo de la LPO. Alors, on est dans les Côtes d'Armor, on est en 1908. C'est Albert Chapelier qui, lors d'un passage donc sur l'archipel des 7 îles, constate avec effroi la chasse qu'on appelle au calculo. C'est un ancien nom qui était donné au macaremoine. Et quelques temps plus tard, aux alentours donc de 1912, eh bien, vient à l'idée la Ligue française pour la protection des oiseaux, qui sera la future LPO, qui en réalité était au départ une sous-section de la Société nationale d'acclimatation de France, dont justement Albert Chapelier était donc un des membres, et il est considéré comme le premier véritable fondateur de la LPO, quand bien même le premier président, on va dire officieux, serait Louis Magot d'Aubusson, qui est un ornithologue assez connu en France, puisqu'il a été bien, l'auteur de quelques ouvrages sur la fauconnerie au Moyen-Âge, un ouvrage peut-être que Sophie, tu as eu l'occasion de lire, ou encore un livre incroyable sur les corvidés, dont je me délecte de vous donner le nom, mesdames et messieurs, Histoire naturelle, générale et particulière des passereaux déodactyles cultrirostres observés en France. Voilà. Toute une histoire. Toute une histoire. Donc voilà, comment dire, l'archipel des 7 îles est par la suite devenu une réserve. On considère, certains en tout cas considèrent que c'est la première réserve française, la première réserve naturelle française à avoir été créée. Et on était au moment justement où cette réserve a été créée, aux alentours de quelques centaines de macaremoines subsistants, alors que on suppose que 2 ou 3 ans plus tôt, on était sur des populations qui étaient de l'ordre de 20 000 individus, ce qui est énorme, bien évidemment. Donc voilà pourquoi cette opération de la LPO était extrêmement importante. Mais je vais vous parler d'un autre programme de conservation, parce que le programme, le macaremoine, est conservé un peu partout. Il est conservé, bien sûr, comme je l'ai dit, en France, il est conservé en Islande, il est conservé aussi au Canada, et notamment dans la réserve de Witless Bay, qui est extrêmement importante puisqu'elle serait considérée comme la réserve avec le plus grand nombre de couples de macaremoines. On est au total sur 300 000 couples, entre 260 000 et 300 000 couples qui vivent dans cette réserve de Witless Bay. Et puis, lorsqu'arrive le mois d'août, les jeunes s'envolent, mais là, patatras, il y a un problème, parce que, évidemment, les jeunes ont besoin des ascendances thermiques pour pouvoir s'envoler, ou en tout cas d'être sur l'eau pour pouvoir le faire. Ces jeunes, au lieu de justement se lancer au-delà des falaises, ils se lancent dans les villes. Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'ils sont en fait attirés par les lumières vives des villes et des villages. Ils sont retrouvés dans les rues, ils sont à la merci de prédateurs comme par exemple les chats. Donc ce qu'on suppose, c'est que les oisillons considèrent les lumières de ces villes comme les étoiles ou encore la lune à voir. Il y a aussi d'autres théories qui parlent peut-être de recherche de poissons bioluminescents, et donc qui considéreraient que c'est peut-être un endroit où on pourrait trouver justement de la nourriture. En tout cas, cette réserve de Witless Bay
En contrebas, eh bien, on a justement ces villes de plus en plus importantes puisque le nombre de résidents de l'île a été multiplié de 40% en 10 ans. Donc évidemment, ça dit Ouf. Ah plus oui. de pollution lumineuse et ça dit évidemment beaucoup plus d'oiseaux en détresse. Alors en Hmm. 2004, il y a un couple qui décide de passer à l'action lors d'un séjour justement à Terre-Neuve. C'est Jürgen et Elfie Shaw. Alors Jürgen est un personnage un peu particulier parce que c'est un personnage issu du milieu de la cinématographie. C'est un grand producteur de films allemands. Il a côtoyé de nombreuses stars, hein, Will Smith par exemple, Gwyneth Paltrow, et j'en passe et des meilleurs. Et il se décide, ce couple, à démarrer une espèce bien de comment dire d'action pour justement limiter les problèmes que peuvent rencontrer les macareux. Donc il se procure des filets, des gants bien sûr, on ne le répétera jamais assez, mais si vous avez des oiseaux à manipuler qui sont en détresse, portez des gants, des lampes de poche bien sûr, parce qu'on est quand même la nuit, et puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recruter les enfants du quartier pour les aider. Of course. Et donc c'est au départ une, on va dire, action très locale, hein, d'une certaine manière. Et puis, par la suite, les gens vont en parler, les médias vont s'y intéresser. Et puis, on va recevoir justement, enfin, ils vont recevoir, pas moi je suis pas présent dans le programme, mais ils vont recevoir des appels, parfois 80 à 100 oiseaux en une nuit qui vont être retrouvés et qui vont être relâchés le lendemain. Il y a des gens voilà, qui appelaient jusqu'à tard dans la nuit pour dire ouais, il y a un oiseau, il faut que vous veniez le chercher, etc., etc. Et donc voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là jusqu'au jour où la police et le service canadien de la faune se sont présentés chez notre couple qui leur a dit bah oui, mais vous n'avez pas le droit de toucher des oiseaux. Vous n'avez pas le droit de manipuler des oiseaux. Et donc, forcément, il y a eu un petit problème, puisque ce couple et ces personnes aussi qui s'étaient engagées se disaient oui, mais on est quand même dans une opération extrêmement importante, donc il faut quand même que cette opération se poursuive, notamment parce que, je le rappelle, on est dans l'une des plus grandes réserves naturelles, si ce n'est la plus grande réserve pour les macaremoines au monde. Hmm. Et finalement, aux alentours de 2011, les chauves vont trouver un accord avec la Société pour la nature et les parcs du Canada, ainsi qu'une personne qui s'appelle Suzanne Doulet, qui va permettre justement de régulariser quelque peu on va dire, Puffin Patrol, comme les Anglais aiment l'appeler, donc la patrouille aux macareux. Donc en quoi consiste cette patrouille? Finalement, peu ou prou ce que j'ai dit précédemment, à savoir on prend des gants, on prend des filets, on prend des casiers à homards qui sont transformés en cages pour transporter les oiseaux, on prend une voiture, on patrouille toute la nuit et à chaque fois que quelqu'un nous appelle, on va évidemment chercher les oiseaux et surtout on fait aussi de la prévention en disant aux gens éteignez Ouais. vos lumières parce que les Eh macareux oui. ils en ont un petit peu marre quand même de confondre votre ville avec la lumière de la lune ou encore de la nourriture bioluminescente. Et donc c'est plus de 4000 oiseaux qui auraient été récupérés par cette patrouille. On rappelle, hein, ce sont uniquement des jeunes qui sont récupérés, ou quasiment que des jeunes qui sont récupérés. Et puis, une fois que l'oiseau a été capturé, il va être mis en liberté assez vite, finalement. On va prendre évidemment quelques notes, des mesures, on va le baguer, bien sûr. Et puis, une Mais oui. fois que l'oiseau, on va dire, a eu son petit chèque, ce sont notamment des enfants qui vont relâcher
le macareux dans la nature, généralement le lendemain matin, sauf évidemment s'il y a une blessure ou s'il y a un imprévu. Dans ce cas, eh bien, le relâcher de l'oiseau est reporté à un tout petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu l'histoire de cette Puffin Patrol qui s'est mis en place à Witless Bay. Une histoire assez sympathique que je voulais vous raconter parce que voilà, ça reste quand même un oiseau emblématique bien sûr et une histoire singulière qui se reproduit dans d'autres pays. J'ai parlé de l'Islande. Tiens, Sophie, je crois, peut-être que je dis des bêtises. S'il y a des gens qui parlent en islandais, dites-le moi dans les commentaires. Comment s'appelle l'oiseau en islandais? Le macaremoine, bien sûr. Je parle pas ce genre de langue, malheureusement. C'est un mot français qu'on utilise tous les jours. Ah ouais? Ouais, c'est un mot français qu'on utilise tous les jours. Et ça se prononce pareil? Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, ça s'écrit pareil. Ça s'écrit pareil. Ça s'écrit. Ouais, ça s'écrit pareil. Et ça a un rapport avec l'oiseau ou non, c'est un rapport avec un jour précis. Hein. D'accord. Pas un nom de jour, du coup, vendredi ou tout comme ça. Alors, pas vendredi, non. Non. Ça aurait pu, ça aurait été drôle, mais non. Je sais pas. Lundi. On est lundi aujourd'hui. Bah ouais, c'est ça, c'est lundi. Voilà, lundi. Ah bah ça tombe bien alors du coup. Voilà. Donc le macaremoine s'appelle lundi ou lundi, je suppose que ça se prononce comme ça en islandais. Voilà. Et il y a tout un site qui pareil parlera d'une autre patrouille au macareux qu'on vous mettra dans la description. Mais attention, ce site est en islandais. Donc bon courage pour essayer de... Google Translate est votre ami. ouais, Google Translate, DeepL, tout ça. Voilà, un petit peu pour l'histoire de ce perroquet des mers. Et je connaissais pas l'existence de cette réserve. Et je pensais pas surtout qu'il y avait autant d'oiseaux dans cette réserve. Parce que souvent, le macaremoine est considéré comme, on va dire, menacé. Et je pensais pas qu'on avait quand même des effectifs aussi importants sur certaines réserves, comme Witless Bay. D'accord. Bah, c'est bien quand même. Je suis contente qu'il y ait autant d'oiseaux. Moi aussi, je suis content. C'est terrible. Moi aussi, je suis content. J'ai toujours cette image du macareux avec tous les petits poissons alignés dans le bec, là. Oui. C'est trop mignon. Oui, effectivement. Pas pour les poissons, du coup. Je sais pas comment il fait pour en tenir autant dans son bec. Alors, je sais plus... Parce que chez beaucoup d'oiseaux de mer, en fait, sur le bec, tu as des sortes de petites denticules. Alors, c'est pas des dents comme on a nous, mais notamment chez les fous, les becs, ils sont particulièrement dangereux. Laissez pas un fou vous mordre. C'est assez... C'est un peu comme un harpon, en fait. Il y a des petites pointes dessus, comme un harpon, et du coup, c'est capable de vous transpercer la peau assez facilement. Donc, je me demande si le bec du macareux, on n'est pas dans le même style. Ah, peut-être. Peut-être moins hardcore. Mais peut-être sur juste des petites denticules, des mini-reliefs en fait, tout simplement, pour tenir les poissons. Sophie, est-ce qu'on reste dans l'océan Atlantique, dans les mers, pour parler de microplastique ou pas? Pas du tout. Intéressant. Pas du tout. Et c'est un peu pour ça que je voulais en parler, parce qu'en fait, ça nous concerne aussi. Ok. On a tendance à se dire, oui, bon, les microplastiques, les microbilles de plastique, tout ça, de toute façon, c'est dans l'océan, on s'en fiche un peu. Pas tant que ça, en fait. Alors, une nouvelle étude est sortie la fin février 2025, qui est une étude qui a été en collaboration entre l'Université du Texas, Arlington, et une université en Chine. Alors, je prononce certainement très mal. Oh, je prononce très bien l'islandais, tu sais. J'ai vu ça. En gros, c'est l'université de Sichuan, qui a fait une étude du côté de l'aéroport international de Chengdu-Tianhu, donc en Chine, en collaboration donc avec l'université au Texas. Je suis bien content d'avoir dit Lundi.
T'as vu, hein. Ouais, bon, bah écoute, hein, Mais je trouve que ta prononciation est très bonne. Après, je sais pas si elle est je pense que correcte. c'est très nul. Bon, Je ouais. pense que c'est très nul, mais je parle pas du tout mandarin. Du tout. Je parle un peu japonais, mais le mandarin, c'est pas ça. Donc, cette université-là, on va rester là-dessus, c'est plus simple que de redire le nom. Dans cette université-là, il y a toute une équipe, et ils sont pas qu'un peu, à avoir étudié donc des oiseaux, parce que c'est ce dont on parle au final, des oiseaux autour de l'aéroport de Tianhe, qui, plein d'espèces différentes, je crois qu'on est sur 51 espèces quand même, ce qui est pas mal, en essayant de prendre, pas seulement des passereaux, un petit peu tout ce qui volait autour, notamment du rapace, enfin bref, un peu de tout au niveau de la chaîne alimentaire aussi, hein, des proies et des prédateurs, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et ce qu'ils ont étudié, c'est pas n'importe quoi, c'est les poumons de ces oiseaux et plus précisément la quantité de microplastiques qui se retrouvent dans les poumons des oiseaux. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Eh bien, il faut savoir que les oiseaux, de par leur système respiratoire assez complexe et particulièrement important, lors du vol notamment, vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne, on a déjà parlé dans des précédents épisodes, sur l'histoire des sacs aériens avec toute cette machinerie qui permet notamment de faire en sorte que l'air ne fasse pas comme chez nous, les humains et les mammifères en règle générale, où on a une inspiration, l'air reste à l'intérieur des poumons et ensuite on expire et l'air ressort. Là, au contraire, on est sur un système en 3-4 temps où en fait, vous allez avoir l'air qui va tout le temps circuler avec tout le temps de l'air frais qui va rentrer dans les sacs aériens et dans les poumons de l'oiseau. Ce qui fait que l'oiseau va jamais être à court d'oxygène pour le vol. Évidemment, le vol, c'est particulièrement gourmand en oxygène et en énergie, donc ils ont besoin de ce système-là pour voler, ils n'ont pas le choix. Mais du coup, à cause de ça, ils sont particulièrement sensibles à tout ce qui est polluant atmosphérique, parce que, évidemment, c'est ce qui va rentrer dans leur sac aérien et dans leurs poumons, et ils vont être très 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 sensibles à ce genre de choses, parce que la moindre pollution, ça va les empêcher de respirer correctement, et du coup, leur vol va s'en trouver modifié, et évidemment, ça va avoir des conséquences sur leur survie, sur leur santé, etc. Donc, en gros, on considère les oiseaux comme étant une espèce indicatrice, en quelque sorte, pour tout ce qui est polluant aérien, et notamment pour les microplastiques qui vont se retrouver en suspension dans l'air. Alors, on a l'habitude de dire que les microplastiques, c'est uniquement des choses qui se baladent dans l'eau, en suspension dans l'eau, on met des filtres pour éviter ce genre de choses, etc. Ça fonctionne plus ou moins bien, mais en tous les cas. En fait, non. Vous n'êtes pas sans savoir, notamment si vous vous intéressez un petit peu à la pollution en ville, qu'il y a des particules, qu'on va appeler les petites et moyennes particules, voire même les nanoparticules pour les plus petites, qui se retrouvent dans l'air qu'on respire. Ces particules sont dues notamment à tout ce qui est microplastique, parce que les activités humaines vont dégager ce genre de particules. Par exemple, quand vous sciez un truc, quand vous faites une construction quelque part, vous avez du plastique qui va se retrouver dans l'air, parce que évidemment vous allez construire, vous allez avec de l'outillage, vous allez travailler du plastique et ce genre de choses, donc ça va se retrouver dans l'air. Mais ça va aussi être dû aux voitures et notamment aux pneus des voitures qui, lorsqu'ils vont passer sur la chaussée, vont finir par s'user petit à petit, et ces micro-particules de pneus vont se retrouver dans l'air et vont former notamment les toutes petites, les nanoparticules qui font moins de quelques micromètres seulement. Ok. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle les PM 2.5. Vous allez voir ça généralement sur les petits contrôleurs de la pureté de l'air, en quelque sorte. Si vous en avez un à la maison, vous savez certainement de quoi je parle. C'est ce qui va être un petit peu le plus difficile à filtrer au final. Et c'est ce qu'on va retrouver le plus dans nos villes, notamment à côté des aéroports, donc là où l'étude a été faite. Alors, ils sont intéressés à la quantité donc, de ces microplastiques dans les poumons des oiseaux, et notamment à la dangerosité de ces microplastiques, et savoir comment est-ce qu'ils réagissaient à l'intérieur des poumons, et quels étaient les effets de ces microplastiques sur les oiseaux. Alors, il semblerait qu'en fait, on a énormément de microplastiques dans les poumons des oiseaux. Il n'y en a pas juste quelques particules à droite à gauche, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Pour vous donner une idée, par gramme de tissu, parce qu'après ils ont fait des dissections pour regarder tout ça évidemment. D'accord. Donc par gramme de tissu de poumon
chez l'oiseau, on avait à peu près 416 particules différentes, de plein de plastiques différents qui s'est retrouvé dans 1 gramme de tissu alvéolaire ou de tissu de poumon en règle générale. Les types les plus communs de plastique étaient notamment quelque chose dont on se sert pour faire de l'isolant, notamment autour des câbles électriques ou bien dans les maisons. Et puis l'un des plus importants, évidemment, c'était un des matériaux synthétiques qu'on va retrouver dans les pneus. Donc voilà, hein, dans les cités, c'est normal qu'on retrouve ce genre de choses. Ils ont évidemment détecté aussi du nylon, du PVC, du polypropylène, enfin bref, un peu de tout, des quantités assez variables Attrapez-les tous. en fonction des espèces. Voilà, exactement, tous les gentils Pokémon. Les méchants, en là, fait, pour le coup. Mais, ce serait bien de les attraper et de les enlever, mais là, on peut pas trop. Et ils se sont demandé aussi dans quelles espèces ça a été plus concentré que dans d'autres. Est-ce que l'écologie avait un impact? Est-ce qu'il y avait des espèces qui étaient plus ou moins OK et qui n'avaient pas ce genre de problème? Il semblerait que toutes les espèces d'oiseaux étaient concernées. Il n'y en avait pas une seule qui échappait au problème des microplastiques, hein, malheureusement. Et les espèces les plus touchées étaient celles qui étaient en bout de chaîne alimentaire, mais c'est un peu ce qu'on retrouve habituellement. Hein. Le carnivore en bout de chaîne alimentaire finit toujours par avoir plus de problèmes que les plus petits, parce qu'évidemment, on va retrouver des microparticules qui vont être ingérées, cette fois-là, par l'animal dans ses proies. Un autre souci qui a été détecté aussi, c'est que les microplastiques, alors on parle des microplastiques quand les particules varient entre 5 mm et 1 micromètre, donc c'est déjà assez petit, mais en dessous de ça, vous avez ce qu'on appelle les nanoplastiques, c'est des particules qui sont inférieures à 1 micromètre, et quand vous êtes inférieur à 1 micromètre, eh ben, vous êtes suffisamment petit pour rentrer dans les cellules et pour passer la barrière du sang. Donc en gros, c'est des choses qui vont se retrouver inspirées dans vos poumons, mais qui vont aussi passer dans le sang. Derrière, et qui vont donc avoir d'autres dégâts sur le reste de l'organisme, ça se cantonne pas juste au poumon. Et en gros, ces microparticules sont capables d'aspirer des polluants à l'intérieur. C'est un peu tout le problème des plastiques, c'est qu'on va avoir des polluants qui vont être stockés à l'intérieur de ces particules, qui vont avoir des effets néfastes évidemment sur la santé. On parle de cancer, on parle de tas de problèmes de ce style-là, on parle de réduction de fertilité, etc. Bon, ça c'est des choses qu'on connaît, mais visiblement chez les oiseaux, comme ils inspirent encore plus de particules que nous et que beaucoup de mammifères, eh ben, ils sont particulièrement à risque sur ce genre de choses. Ok. Et donc, c'est une espèce qui est intéressante, enfin c'est une espèce, je disais c'est une étude, pardon, qui est intéressante, parce que beaucoup d'études ont été faites précédemment sur les microparticules de plastique, mais elles ne se sont pas intéressées aux nanoparticules de plastique et notamment à ce qui pouvait arriver à ces particules après l'inspiration et l'expiration par l'oiseau. Et là, cette étude permet de voir un peu comment ça se passe ensuite dans le corps de l'oiseau au total. Et évidemment, c'est une étude, comme j'ai dit, qui n'est pas très joyeuse parce qu'il n'y a pas que les oiseaux qui sont touchés, il y a nous aussi derrière. Donc on peut bien se rendre compte qu'effectivement, ce qui va toucher les oiseaux et les autres animaux dans nos villes, ça va finir par nous affecter aussi. Alors on a de la chance, on est un peu plus gros, donc il faudra certainement plus de microplastiques pour nous affecter au final, mais il n'empêche que ça risque d'avoir des conséquences sérieuses sur notre santé aussi, et on a déjà d'autres études qui prouvent qu'effectivement il y a de grosses possibilités qu'on ait des problèmes chroniques, notamment de l'asthme, ce genre de choses qui sont liées à ces particules. Bon, comme on le sait de toute façon, le plastique c'est pas fantastique et malheureusement on risque d'en manger encore pendant un certain temps. J'en ai bien peur. Oui, on va en manger pendant un certain temps. Cette étude, elle était juste indicative ou est-ce qu'ils ont creusé un petit peu les conséquences que ça pouvait avoir sur les oiseaux en faisant des prises de sang ou ce genre de choses-là? Ils ont carrément disséqué donc c'est vrai, 51 espèces au total. Dissection, bien sûr, oui. J'avais oublié ce voilà, détail. donc non, ils sont allés assez en détail dans ce que ça risquait d'occasionner chez ces espèces-là. Pour l'instant, on n'a pas de niveau. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas décrété de niveau de sécurité au niveau de ces particules-là, jusqu'à quel niveau c'est toxique en quelque sorte. On n'a pas ce genre de choses parce qu'on n'a pas suffisamment d'études sur le sujet pour l'instant. On sait que c'est toxique, mais on ne sait pas jusqu'à quel point c'est toxique et s'il y a un niveau auquel c'est pas trop toxique et ça c'est encore tolérable pour nous. Donc ça fait partie des études qui vont venir approvisionner ce genre de recherche pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne dans les oiseaux, mais dans le corps humain aussi derrière. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais on ne sait pas
on n'a aucune idée d'à quel point c'est vraiment toxique pour nous ou pas trop. On a de grosses suspicions, mais on n'a pas de data vraiment définie. Comme on a beaucoup de maladies, j'ai parlé de cancer tout à l'heure, j'ai parlé de ce genre de choses. Tout ça, c'est des choses qui sont multifactorielles, Oui, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de absolument. facteurs qui rentrent en compte. On ne sait pas exactement ce qui déclenche la maladie. On a une grosse idée, mais on n'est pas sûr que ce soit exactement ça. Ça peut être tout à fait autre chose, on n'en sait rien. Il y a plein de paramètres environnementaux, on n'est jamais sûr de ce qui est exactement le truc déclencheur. C'est pour ça que quand on parle C'est certainement... on parle de certains types de cancers, on parle de risques. Voilà. Exactement. Effectivement On parle de risque et c'est généralement plusieurs paramètres ensemble. On a des facteurs de risque et quand il y en a beaucoup, on a plus de risques. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Absolument. Et Donc, voilà. si vous êtes intéressé par creuser le sujet des microplastiques, mais cette fois-ci du côté des océans, on avait réalisé un épisode, enfin un demi-épisode du Courrier de la Sterne justement sur le sujet, donc complément du sujet que Sophie a creusé. Mais c'était un vieux sujet, hein, c'était peut-être dans les 25-30, hein, je crois, cet épisode, si je dis pas de bêtises. Donc, mais j'avais parlé, il me semble, de la plasticose aussi à un moment. Je sais plus si c'est toi ou moi qui avait parlé de plastique. C'est peut-être toi. Et il me semble avoir parlé de plasticose parce que je l'avais gardé dans un Plasticose, ça me dit quelque chose. Plasticose, ça me dit quelque chose. Et alors la plasticose, là par contre, on n'est pas sur les microplastiques, on était sur des plastiques un poil plus gros et c'était au niveau de l'ingestion de ces plastiques par les oiseaux de mer. Et notamment, pourquoi est-ce qu'ils ingéraient ces plastiques-là et les dégâts que ça faisait derrière. Donc on avait, je sais pas si tu te souviens, il y avait une histoire de bactéries qui poussaient sur ces microplastiques qui étaient un peu appétantes pour l'oiseau au niveau de l'odeur et du goût. Et qui du coup faisaient que l'oiseau les confondait avec des choses à manger et donc il les ingérait. C'est pour ça qu'on retrouvait plein de plastique dans le tube digestif des oiseaux marins qui occasionnait évidemment plein de problèmes. Mais là on n'est plus sur du microplastique, on est carrément sur des trucs, des trucs de la taille de votre doigt, voire plus, qui sont ingérés et qui font des lésions dans le tube digestif tout simplement, et qui provoquent beaucoup de dégâts, voire des obstructions, ce qui conduit à la mort de l'individu, hélas, chez beaucoup d'espèces. Dont le macaron moine d'ailleurs, qui est l'une des espèces qui est les plus touchées dans l'Atlantique Nord par cette pollution au plastique. On boucle l'épisode du coup, Sophie. Merci beaucoup d'avoir participé à ce nouveau numéro du Courrier de la Sterne. Où est-ce qu'on te retrouve, Sophie ? Et sur les réseaux sociaux habituels, sur Twitter @leplume, sur Instagram @leplume aussi, et puis sur YouTube sur la chaîne En Traque de Science. Et vous nous retrouvez bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On a parlé de précédents épisodes, ils sont également à retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming, également sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, YouTube est fait pour ça. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.